Le bois, un isolant. C'est la question que je vais vous poser. C'est la seule question que je vais vous poser pour cette petite table ronde avec vous. Loïc Geoffroy, directeur commercial d'Isonat, et Christophe Bossir, directeur commercial Pavatex et aussi vice-président de l'ACIV. L'ACIV, c'est quoi ? C'est l'association syndicale des industriels d'isolation végétale qui regroupe les principaux fabricants d'isolants à base végétale que sont le chanvre, le lin, le coton, le textile recyclé, la ouate de cellulose et la fibre de bois. Alors là, on va se contenter de la fibre de bois. Alors, je vous laisse la parole. Le bois, c'est un isolant ? Écoutez, un très bon isolant. C'est vrai que le bois, on le présente souvent dans le bois de construction, dans le bois de chauffage, bois énergie, mais c'est aussi un excellent isolant thermique phonique. Pourquoi ? Parce qu'il renferme au sein de sa cavité de l'air qui isole. Ce n'est pas l'air qui entoure la fibre qui fait le pouvoir isolant, c'est surtout le capillaire creux qui est rempli d'air et qui donne ce pouvoir isolant. Alors quand on parle d'isolation, on entend souvent l'isolation par rapport au froid l'hiver, mais on a un produit issu de la matière végétale, le bois, qui permet aussi d'isoler parfaitement contre la surchauffe estivale, contre le bruit, qui est un très bon régulateur hygrothermique, c'est-à-dire qu'il est capable d'emmagasiner temporairement une certaine quantité de vapeur d'eau et de la restituer dans le milieu intérieur lorsque le climat intérieur est trop sec. Au niveau résistance dans le temps, moi, je dirais que la plupart des fabricants qui sont présents au sein de la CIV, par exemple, ont des expériences de plus de 30, 40, voire 80 ans pour certains. Et aussi, au niveau résistance au feu, le bois brûle, mais il a une vitesse de combustion qui permet de protéger le bâtiment par rapport à un incendie. Alors, Monsieur Geoffroy, par rapport aux autres isolants, aux isolants concurrents, qu'on a quand même davantage qu'on connaît mieux en tout cas, dans le monde des journalistes de la construction par exemple. Et qu'est-ce qui fait la différence entre une laine de verre, un panneau polystyrène, du polyuréthane et un panneau de fibre de bois isolant ? Alors, comme l'a indiqué Christophe, on a la capacité à fabriquer des panneaux de différentes densités. Et ce qui va vraiment faire la différence entre un isolant biosourcé et un isolant traditionnel, ça va être la durée de vie dans le temps. Isoler un bâtiment aujourd'hui avec une performance, c'est bien. Ce qu'on veut, nous, sur l'isolant fibre de bois, c'est qu'il soit durable dans le temps. Ça veut dire que quand vous parlez de durabilité, c'est quoi ? C'est combien ? C'est 20, 30, 40 ans ? On est sur des durées de vie qui sont supérieures aux isolants traditionnels. On va être sur des durées de vie de 30, 40 ans largement. Ça veut dire que le panneau reste dense, ne se dégrade pas avec le temps ? Tout à fait. Et qu'est-ce qui fait cette qualité ? On le mélange à quelque chose pour que ça... Parce que on a entendu il y a une dizaine d'années, quand on voyait les premiers isolants biosourcés arriver sur Batimat, par exemple, on parlait de liant qui n'étaient pas toujours, on va dire, écologiquement corrects. Ça, c'est des choses... pour qu'un panneau tienne 40 ans, est-ce qu'on met un liant avec ? Il y a une notion de base qui est la densité. Aujourd'hui, nos isolants font au minimum 40 kg du mètre cube et on monte jusqu'à des isolants qui vont faire 180, 200, voire plus en termes de densité. Donc on est sur des panneaux qui sont mécaniquement très résistants. C'est ce qui permet de faire la durabilité des produits. Et dans un panneau fibre de bois, je n'ai que de la fibre de bois. Alors, tout dépend des fabricants. Aujourd'hui, une majorité de produits sont faits uniquement à base de fibre de bois. Certains fabricants mélangent de la fibre de bois avec d'autres types de produits pour augmenter la durabilité. Par exemple, quand du chanvre notamment. Du chanvre notamment. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui mélanger la fibre de bois avec d'autres fibres pour avoir les qualités de l'un et de l'autre, c'est ça ? Tout à fait. Alors, pour quelles applications aujourd'hui Ah si, il y a un produit dont on n'a pas parlé, parce que je sais que tous les deux vous êtes plutôt sur le panneau, mais peut-être que vous allez pouvoir nous parler de la laine de bois. Là, on est sur un produit aussi qui a des qualités. Quelles sont les qualités de la laine de bois ? Alors, dans la terminologie, on entend beaucoup de choses. Non, allez-y sur la terminologie. Vous pouvez me reprendre. Allez-y sur la terminologie. La laine de bois, c'est souvent générique. Oui. Et on caractérise la laine de bois par des panneaux semi-rigides. Les panneaux de fibre de bois, c'est plutôt des panneaux de structure, type OSB médium. Mais quand on dit fibre de bois isolant, des panneaux de fibre de bois rigides isolants, c'est ce que disait Loïc, c'est des panneaux qui sont en densité supérieure à 100 kg.
Les D'accord. 40-50 kg, on va dire, sont réservés à la fibre, à la laine de bois qui se met entre structures, entre chevrons, en D'accord. toiture, ou entre structures ossature bois pour la construction bois, ou entre ossature métallique pour les cloisons de distribution intérieure. Voilà. Donc D'accord. on va peut-être parler des applications à travers les On parle différents des produits. applications, hein. voilà. Isolation intérieure, extérieure, toiture, Voilà. sol. Qu'est-ce que je peux faire avec un isolant bois? Bah, vous pouvez faire tout du sol au plafond, je dirais, avec les produits isolants fibre de bois. Pour l'isolant semi-rigide, c'est pouvoir isoler la toiture entre les chevrons, que ce soit des chevrons classiques ou des chevrons porteurs, entre 6 cm d'épaisseur et voire 200-220, et faire une surisolation extérieure. Parce que dans la gamme des produits qu'on propose, on a des panneaux rigides qui sont aussi par pluie, c'est-à-dire qu'ils ont la double fonction de complément d'isolation par l'extérieur et de produits hydrofugés dans la masse qui fait que le produit fait par pluie coupe-vent. C'est-à-dire que si je mets un panneau en sarking, c'est comme ça qu'on appelle Oui. ça, et que je viens rajouter dessus un autre petit panneau, où est-ce que le sarking fait lui-même le pare-pluie, ou est-ce que je dois rajouter encore un petit panneau? Non, il fait les deux. Il fait les deux. Voilà. On a dans des gammes similaires des produits qui sont bicomposants et qui font l'isolation et l'étanchéité. Voilà. Ouais. Et ça, c'est obtenu par cette problématique de densité dont parlait M. Geoffroy tout à l'heure. Ouais, en général, les produits qui sont face extérieure sont plus denses parce on rajoute du latex en général ou de la paraffine qui permet de durcir le panneau et d'améliorer sa capacité de résistance à la reprise d'eau. Alors, M. Geoffroy, on parle beaucoup d'isolation thermique par l'extérieur. Le panneau de fibre de bois, il est adapté à l'isolation thermique par l'extérieur? Et si oui, en quelle épaisseur et pour quel type d'application? Je peux mettre un enduit par exemple dessus? Alors ce panneau-là est pleinement adapté à l'isolation thermique par l'extérieur, du fait de sa densité, du fait des formats des panneaux. Ce sont des panneaux, comme le soulignait Christophe, qui sont traités pour être mis en place à l'extérieur, alors ou sous une vêture type bardage, ou sous un enduit. On peut faire ce qu'on veut. On peut faire absolument ce qu'on veut sur ce type de panneau. Et je n'ai pas besoin de pare-pluie, si j'ai bien compris, si je mets un bardage. Alors tout dépend le type de panneau, mais sur certains panneaux, effectivement, on peut se passer d'avoir un pare-pluie. D'accord. Alors on parlait aussi tout à l'heure, là, en préparant, de panneaux de contreventement. Est-ce que ces panneaux de contreventement sont aussi des isolants? Non, ce sont des panneaux de structure qui vont jouer le rôle de voile travaillant au niveau de l'ossature bois, qui vont se mettre du côté intérieur pour faire à la fois le contreventement et en même temps la régulation de vapeur, donc on va dire par vapeur. On s'est rendu compte par l'expérience des constructeurs bois, déjà outre-Rhin, que ce soit la Suisse, l'Allemagne ou l'Autriche, que le fait de mettre le contreventement côté chaud, ça réduisait les risques d'humidité qui stagne et qui se met dans l'isolant ou dans la structure. Donc en freinant la diffusion en amont, là où la vapeur est émise par là où l'occupant, arrive la vapeur, voilà, la respiration, la voilà, douche et la cuisine et tout, et la cuisine. on laisse migrer cette vapeur à travers le mur sans risque de condensation dans la paroi. Bien sûr en respectant des règles de résistance à la diffusion. C'est un coefficient SD, si mes c'est souvenirs un sont- coefficient c'est ça. SD, voilà. Donc il y a des règles qui sont données au sein du DTU 31.2 qui est en cours de révision et qui va recalibrer un peu ces données. Mais d'une manière synthétique, on peut dire qu'on doit être 5 fois plus freinant côté chaud que ce qu'on laisse passer côté froid. Voilà. Alors, sur la certification des produits cette fois-ci, est-ce que en France on aime bien les garanties, on aime bien les certifications, on aime bien aller voir la CERMI par exemple, est-ce qu'aujourd'hui les produits panneaux bois, laine de bois sont certifiés et quel type de certification vous avez? Donc déjà, il faut savoir que les panneaux isolants fibre de bois sont normalisés en Europe sous une norme EN 1371. Donc là, ce sont des produits qui répondent à des standards unifiés en Europe. Pour ce qui est du marché français spécifiquement, il y a une démarche volontaire de chaque industriel, qui est d'aller en ACERMI ou en avis technique, chose que nous, chez Pavatex, comme d'ailleurs chez Isonet, on a fait. Et en parlant au nom de la CIV, je peux dire que c'est ce qui a motivé le regroupement de ces industriels pour avancer d'un seul pas vers ces certifications produits. D'accord. Quelque chose sur... Au-delà de la normalisation des produits, c'est une vraie visibilité pour nos produits face aux produits concurrents. Aujourd'hui,
les isolants traditionnels et les isolants connus du grand public passent pas cette démarche-là, cette démarche Acermi. Pour nous, et c'est vrai que ça a été le leitmotiv pour la création de la CIV, c'est d'avoir des isolants bois et biosourcés en général qui soient certifiés. Voilà, c'est le principe. Oui. Alors, autre chose, pour terminer, parce que le temps passe vite déjà. Vous êtes tous les deux des industriels et vous avez tous les deux investi dans un outil industriel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'isolant bois, c'est un produit qu'on produit localement avec des bois locaux. Comment ça se passe? Alors racontez-moi tous les deux votre histoire industrielle. Alors pour nous, nous fabriquions des panneaux de laine de bois, donc des panneaux entre 40 et 55 kg du mètre cube. Et pour élargir la gamme et à la demande du marché, nous souhaitions fabriquer des panneaux d'isolation thermique par l'extérieur, donc en fibre de bois rigide. Baignant dans un bassin de fibre de bois, il nous paraissait important d'avoir une usine. Votre bassin, c'est donc Massif Rhône-Alpin, et plus proche de Roanne, notamment dans le 42. Donc l'idée était de monter cette usine sur un axe routier facile d'accès, dans un bassin qui nous permette d'avoir de la fibre de bois très proche pour avoir une possibilité de fabrication de ces panneaux avec le moins de coûts de transport possible. Par exemple, on est à combien L'approvisionnement se fait 40 km autour de l'usine. Alors votre outil industriel, c'est quoi? C'est combien de personnes? C'est combien de surface, de machines? C'est aujourd'hui 5000 m² d'entrepôt, 25 personnes qui travaillent en 3-8, avec une volonté d'avancer sur une quarantaine, voire une soixantaine de salariés dans les 2 ou 3 ans qui viennent. Donc il y a de l'avenir pour l'isolant bois. Enfin, vous y croyez en tout cas. Il y a de l'avenir. De votre côté? Nous, c'est le massif des Vosges que nous avons retenu pour l'implantation de notre nouvelle usine à côté d'Épinal à Golbet. Le fait d'être historiquement suisse, la proximité des Vosges était plutôt rassurante pour nous. Alors moi qui suis jurassien, vous aviez plus près, hein, excusez-moi. Oui, c'est clair, mais là, je ne vais pas rentrer dans la polémique. Il y a eu plusieurs possibilités d'installation sur la France, en sachant que les Vosges, c'est le 3e massif forestier français. Il y a une ressource qui est intéressante parce qu'on utilise du résineux principalement, sous forme de plaquettes, issues de l'épicéa ou du sapin blanc. Et la région Lorraine offrait cette ressource en quantité importante. Et le choix du site de Golbet est intéressant à plusieurs titres. D'une part, il est occupé par un des leaders du papier européen qui est Norske Skog, qui a déjà l'expérience de la transformation et de l'utilisation de la filière bois vosgienne et lorraine. Et la synergie industrielle, c'était de pouvoir profiter de cette installation pour greffer notre société, notre industrie, sur une société qui utilise une ressource bois. Combien de personnes, combien de surface Alors c'est 50 emplois directs créés, un investissement de 60 millions d'euros, 250 emplois indirects par le système des sous-traitances et des achats, et puis 50 000 tonnes de produits finis par an, ce qui représente à peu près 400 000 m3 annuels de production. Alors, il y a une question que je ne vous ai pas posée qui, en vous écoutant, m'est venue à l'esprit. Hier, on a parlé des ressources bois, de savoir s'il y aurait de la ressource pour tout le monde. Question, est-ce qu'on coupe des arbres uniquement pour faire des isolants bois ou quel type de matière vous utilisez pour faire vos isolants? Et ce sera la dernière question. On utilise des plaquettes, c'est-à-dire des connexes de scierie, ce qui est issu des grumes hors écorce. Et il y a un conflit en ce moment, quand je dis en ce moment, c'est depuis plusieurs années sur la ressource, puisque vous avez le bois énergie qui a pris des parts importantes dans la ressource. Et puis en utilisant en fait une qualité de bois qui est plutôt réservée à des produits comme les nôtres ou pour le bois panneau, que sont l'OSB, le panneau de particules ou le médium. Donc il y a une tension sur le marché, mais c'est européen. Je dirais que c'est pas spécifiquement français. Il y a une tension sur le marché, voilà. Mais il y aura quand même parce que vu le développement que vous avez envie de faire, que vous êtes en train de faire, si on n'a pas de ressources, ça veut dire qu'il va peut-être falloir aller la chercher plus loin? Non, c'est pas le but. C'est surtout organiser au sein de la filière la manière de travailler le bois. Parce que c'est vrai qu'on est sous label PEFC,
Hein, donc ce sont des forêts gérées Oui, tout à fait. durablement. On Donc, reçoit demain voilà, d'ailleurs le le président de voilà, l'association. les prélèvements sont faits de manière raisonnée, donc il n'y a pas de surexploitation de la forêt. Dans le massif vosgien, par exemple, il y a 50% de bois en plus depuis les années 50 qu'avant-guerre. Donc vous voyez, il y a la croissance du massif est réelle. Est réel. Une toute petite conclusion, vous avez 15 secondes. Je rebondirai sur ce que disait Christophe. Il n'y a pas d'industrie du bois pour la fabrication des panneaux. Et aujourd'hui, le massif forestier français est géré de façon durable depuis très peu de temps. Donc, à nous, industriels, aux gens du bois de se fédérer, de créer des associations qui permettent d'avoir un massif forestier qui soit géré durablement et sur du long terme. Merci messieurs. Pour cette, vous voyez, finalement, vous aviez peur qu'on ait en un quart d'heure, on ne parle que de ça, on y a réussi. Le temps nous aura manqué. Le temps nous aura manqué. Merci. Merci. Merci.